Nous allons maintenant donner la parole à Maria Guadalupe. Elle travaille à la l'ANICED. Elle est également la chaire d'un service du département d'économie. Elle a une thèse en économie de la London School of Economics. Avant de rejoindre l'INSEAD en 2012, elle était professeure associée au département économie et finances à la Columbia Business School, où elle se travaillait aussi sur la question du leadership et de la déontologie. Elle est maintenant membre du Conseil économique du Premier ministre et du groupe d'experts sur le salaire minimal. Sa recherche va dans différentes directions, notamment des choix d'organisation qui sont faits par certaines entreprises et l'impact sur leur performance. Bienvenue Maria, merci. Merci beaucoup, merci aux organisateurs. C'était une fantastique journée. J'ai vraiment beaucoup aimé les conférences de ce matin qui parlaient du cerveau, qui parlaient des drosophiles. Et là, on fait le lien avec les organisations économiques, avec l'économie. Et je trouve ça quand même assez extraordinaire. On va parler des normes, on va parler des normes organisationnelles, de l'inclusivité et de la performance. Je vais commencer par définir les normes qui dominent les entreprises. Euh, les entreprises, c'est un environnement dans lequel existe beaucoup de concurrence entre les individus. Pour dominer, il faut être fort, dominant, ne pas montrer ses émotions, être toujours au top de sa forme. Et c'est un système finalement super méritocratique. Le plus rapide, c'est bien sûr celui qui va prendre l'avantage sur ses concurrents. Bref, un environnement où on a des structures qui favorisent cette concurrence et cette hyper-compétition va probablement booster la productivité de ces entreprises. C'est un petit peu comme une course où on va avoir un nombre limité. Un petit peu, ça revient finalement à ce que disait le collègue, à savoir que on publie toujours sur les mêmes sujets et c'est vraiment toujours ce qui prévaut, c'est la survie du plus fort, la survie du plus rapide et a priori, c'est ce qui va booster encore une fois la performance des entreprises. Alors c'est un paradigme euh, vraiment très prévalent. Néanmoins, les entreprises veulent favoriser l'inclusion, plus de collaboration et essaient aussi de garder les talents, de faire en sorte que les talents s'épanouissent et se sentent inclus. Il faut donc aussi créer un sentiment de sécurité psychologique à l'intérieur des équipes, donner le sentiment qu'on peut donner un point de vue, même s'il est différent, et que cela est recherché. Alors évidemment, le paradigme que l'on avait jusqu'à présent, c'était donc que la concurrence favorise la performance, mais on essaie aussi d'inclure un autre paradigme, celui donc d'inclusivité. Le premier paradigme est caractérisé par stéréotypement par des comportements stéréotypés masculins, tandis que le deuxième paradigme dont on parle, c'est des comportements plus stéréotypés féminins. Je vais vous parler de deux articles relativement récents. Alors, un est déjà publié, l'autre le sera bientôt. Et dans ces publications, on se pose deux questions. Quand on pense aux normes qui prévalent sur le lieu de travail, on se demande si ces normes augmentent la performance. Est-ce qu'elles ont tendance à favoriser le bien-être ou au contraire accroissent l'anxiété, le sentiment que les personnes ne font pas partie du groupe? C'est souvent chez les femmes, souvent, mais pas toujours. Alors, ces normes, est-ce que c'est le prix à payer pour une entreprise qui aurait une meilleure performance, le prix à payer, donc pour aussi avoir peut-être des établissements de recherche qui produisent une science de meilleure qualité. On ne sait pas vraiment, d'où cet article que j'écris avec Daisy, Pauline et Katia Schnellmann à l'INSEAD. Et je vais vous montrer un petit peu des résultats. On essaie de porter un éclairage sur cette question. Donc ça, c'est une première
première question de recherche. Et après, un petit peu plus tard, je parlerai de ces nouvelles normes dans le cadre desquelles on essaie d'avoir un environnement plus sûr au plan psychologique, la sécurité psychologique au sein des équipes. C'est le travail de Sylvia Castro et de Fleur Engmeyer de l'Université de Munich. On a mené cette étude chez Novartis où on a essayé de promouvoir avec eux un environnement plus propice à la bonne santé mentale. Les entreprises et aussi beaucoup de domaines universitaires sont souvent caractérisés par des normes de concurrence, de domination. On va utiliser une échelle pour mesurer ces normes. C'est l'échelle de la Masculine Contest Culture. André, qui a parlé ce matin, a beaucoup contribué à élaborer cette échelle. Cette échelle, elle essaie de donner un reflet du climat au sein d'une entreprise où on favorise le travail au détriment de la famille, où on ne montre pas d'émotion, où on montre qu'on est fort, qu'on a du courage et qu'on est très individualiste et impitoyable. Alors, les données ont été recueillies dans un contexte universitaire. Nous avons réalisé une enquête auprès des membres du corps enseignant de 5 écoles de commerce européennes pour essayer de voir donc si cette culture très axée sur la concurrence, très masculiniste, était effectivement mise en œuvre dans ces écoles. On a collecté un certain nombre de variables démographiques, savoir si les personnes avaient des enfants, étaient mariées, etc. Et puis, on a aussi relevé des variables sur le bien-être, l'intention de changer de métier, le bien-être au travail. On a mené l'enquête aussi bien auprès des membres du personnel enseignant que du personnel administratif. Là, ensuite, on a mesuré quel était le nombre de publications de ces écoles de commerce et quelle était finalement la productivité de ces fameuses équipes enseignantes. Donc, voir si finalement ces normes contribuaient à plus de publications. On a mesuré donc au moyen de l'échelle dont je vous ai déjà parlé et on a aussi posé des questions ouvertes. On a demandé notamment aux enseignants qu'est-ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs convictions par rapport au comportement et par rapport aux normes de l'établissement. Donc, on est allé dans l'établissement, on leur a demandé, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette échelle? Comment vous sentez-vous au travail? Donc, on retrouve des choses que l'on a déjà trouvées dans d'autres articles. C'est-à-dire que plus l'individu était conscient d'un environnement très masculin, plus perception de la concurrence était forte, plus on avait l'intention par cette personne de changer de travail, plus on avait un sentiment d'être mal à l'aise au travail. Et il y a des corrélations bien évidentes avec le genre, avec le fait que la personne était mariée ou pas, avait une famille ou pas, mais globalement, voilà ce qui ressort. Et il y a toujours deux composantes quand on pose ce genre de questions. D'abord, quel est votre point de vue personnel? Et ça, c'est marqué et influencé par vos croyances, par votre propre histoire et votre propre parcours. Mais il faut aussi, dans l'étude, essayer de faire la distinction entre ce qui vient des idiosyncrasies individuelles, donc savoir votre histoire, votre parcours, et de ce que pense le reste du groupe. Donc, ce qu'on veut vraiment capturer, c'est ce que l'on pense d'une part, mais aussi ce que l'on a en commun ou non avec les autres personnes du groupe. C'est ce qu'on avait appelé une norme. La norme, c'est plus la réponse individuelle, c'est de voir jusqu'à quel point la réponse de l'individu est corrélée avec celle de la personne de référence, ou dans le groupe de référence. Le groupe de référence, c'est soit l'établissement dans lequel vous travaillez, les personnes de votre domaine, c'est-à-dire qui, comme vous, travaillent en sociologie ou au
service administratif, et les personnes au même niveau hiérarchique aussi. On va aussi avoir un sous-groupe par genre. Donc au départ, on a la norme, le groupe de croyances qui est commun à toutes les personnes du groupe de référence, et partant de là, on va pouvoir faire des analyses de régression. Donc conceptuellement, on va faire la différence entre ce qui est norme, c'est-à-dire les croyances qui sont liées aux croyances du groupe. On a fait une régression par rapport à la moyenne, donc à une valeur prédictive de la norme en fonction du groupe auquel on appartient. Et le reste, c'est ce qui est idiosyncratique. C'est ce qui n'est pas explicable par ce que croit le groupe. Donc, on fait la distinction entre les deux, on repose la même question, et quand on fait à nouveau une question, on mesure à nouveau le bien-être, on mesure à nouveau les croyances. La réponse est oui, on a effectivement toujours une corrélation. C'est donc les mêmes résultats, mais simplement discriminés en fonction donc, de l'influence de la norme et de l'influence des idiosyncrasies. Et vous voyez qu'il y a un impact négatif sur le bien-être quand on se rend compte que notre point de vue n'est pas dans la norme. Donc, première chose. Ensuite, est-ce qu'on a la même chose pour les hommes et pour les femmes? Réponse non. Alors, les corrélations sont les mêmes, c'est-à-dire que les conditions sont les mêmes. Les hommes et les femmes sont affectés négativement par les normes. Donc, est-ce que ça a un impact sur la performance? Bon, c'est des choses qui ont déjà été montées dans la littérature. Donc, on est d'accord, il y a des normes, mais et des normes donc favorisant la concurrence, est-ce qu'il y a un impact réel sur la performance? Donc, il va falloir mesurer de manière quantitative d'abord la production de l'établissement et puis le nombre de citations. Ça va permettre de mesurer la qualité de la production. Ici, 650 membres d'établissements, donc d'écoles de commerce. Et voici ce qu'on a trouvé. On ne trouve aucune preuve d'un effet positif sur la performance. Si on trouve quelque chose, c'est plutôt un effet négatif. Le nombre de publications ici n'est pas nécessairement meilleur. On a un impact négatif, c'est-à-dire que les personnes qui sont exposées à des normes plus négatives, très stéréotypiques et masculines, c'est des gens qui publient moins. Alors vous allez me dire, oui, non, mais peut-être qu'ils publient moins, mais les articles qu'ils publient ont plus d'impact. Eh bien non, parce qu'il y a aussi un impact négatif sur le taux de citation et sur l'indice H. Donc clairement, il n'y a pas de signe qui corroborerait qu'un environnement finalement très compétitif favoriserait la publication ni la qualité de la publication. Alors on va se dire, bon, mais peut-être c'est parce que ce sont les femmes surtout qui souffrent dans ces environnements très masculins. Et la réponse, encore une fois, c'est que non, ce n'est pas vrai. Les hommes souffrent même un petit peu plus. Alors, c'est pas très fort la différence, mais en clair, personne ne bénéficie de ces environnements, ni les hommes, ni les femmes. Et je pense tout simplement parce qu'il y a une sélection. Parce que, évidemment, tout ceci est conditionné par le fait d'être dans cette école de commerce. Ce sont des gens qui sont toujours dans l'école de commerce. Mais donc, à condition que les personnes soient toujours là, voici le genre de comportement. Donc, il n'y a pas de preuve que finalement, ces normes très masculines, très compétitives favorisent la performance. D'où la question. Pourquoi ces normes persistent? Puisque ce n'est pas bon pour la performance, les gens ne se sentent pas bien au travail, ils ont le sentiment de ne pas appartenir, ils n'ont pas cet effet de corps. Pourquoi ça persiste? J'ai travaillé avec des sociologues, parce que vous savez, les sociologues, les psychologues, les économistes voient des mouvements comme ça qui perdurent, alors qu'en fait, il n'y a pas de vraie explication, et c'est toujours très, très intéressant. Donc, pourquoi ça persiste? Donc, on a demandé dans l'étude, on a demandé tout simplement aux personnes qu'on interviewait comment ils se positionnaient par rapport aux autres personnes de leur groupe. Et là encore, les gens ont le sentiment qu'ils ont une meilleure performance dans cet environnement que leurs pairs. Donc, ils ont ce sentiment. Pourtant, ce n'est pas prouvé. Donc, ces normes d'hyperconcurrence sont au détriment du bien-être des employés, aussi, des hommes, pas que des femmes. Ils n'ont pas d'effet positif sur la performance et, en général, les employés sous-estiment l'effet négatif sur la performance de ces normes.
La question suivante, alors j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais encore accélérer. Comment créer un environnement plus inclusif? Alors, quand je travaillais sur la rédaction de cet article, j'ai travaillé avec Sandoz Novartis et j'ai parlé avec les responsables chargés de l'inclusion, chargés des aspects déontologiques chez Sandoz Novartis. On a essayé de mettre en œuvre des interventions pour améliorer le bien-être. La sécurité psychologique, c'est ce sentiment qu'on est en sécurité au sein de son équipe, qu'on ne prend pas de risques, qu'on ne veut pas être critiqué, qu'on ne veut pas être méprisé parce qu'on formule des idées, qu'on peut être et se présenter de manière différente sans faire l'objet de discrimination. C'est ce qu'on appelle donc la sécurité psychologique. Et on a quelques outils qui existent pour lesquels on sait qu'ils ont un effet positif. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, Sandoz Novartis a partagé ces données. On a mesuré la sécurité psychologique avant l'intervention et puis deux groupes. Alors, enfin, exactement trois. Un groupe témoin et deux groupes d'intervention. On a envoyé un email aux managers de 600 équipes, parce qu'on parlait quand même de 7000 personnes, et on les a encouragés à avoir des réunions plus fréquentes en individuel avec les personnes de leur équipe. Dans les deux groupes d'intervention, donc chaque manager a reçu des emails en disant voilà, il faut voir plus souvent vos employés. Mais on a joint deux PDF aux deux groupes. Dans le groupe 1, on a joint ce PDF où c'était une intervention qui reposait sur les besoins. Donc, on demandait au manager de découvrir les besoins des membres de l'équipe et d'essayer d'y répondre. Donc, on demandait au manager d'être empathique, de poser des questions, de demander aux employés d'identifier les questions importantes pour eux. Donc, ici, c'est une intervention sur la base des besoins. Le deuxième groupe recevait ce PDF où on recommandait au manager d'identifier les obstacles et comment éliminer ces obstacles. Donc, on va vous montrer dans un instant quels sont les impacts de ces deux groupes d'intervention versus le groupe témoin. Est-ce qu'on a une amélioration de la sécurité psychologique? Voici ce qu'on a trouvé. On a mesuré donc la sécurité psychologique au niveau de l'équipe, au niveau de la personne, en fonction de l'intervention. Et on voit que c'est le groupe T1. Ah, pardon, bon, c'est pas grave. On voit que le groupe T1 avait voyait un impact significativement positif. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de 1,74 points sur une échelle de 0 à 100, la moyenne est 82, avec un écart type de 50. Donc, c'est pas un écart énorme, mais globalement, dans le groupe T1, que ce soit l'équipe ou que ce soit les employés, chacun trouvait que la sécurité psychologique était plus grande. Là, voilà, vous avez les résultats en trois groupes, en fonction du niveau de sécurité psychologique à l'inclusion. Ceux qui avaient un niveau faible, moyen ou élevé. Dans le groupe élevé, donc, ce sont déjà des personnes qui rapportaient 90 sur 100, donc une bonne sécurité psychologique et très peu d'effets. Par contre, là où l'effet est très marqué, c'est dans les équipes où la sécurité psychologique perçue est très basse. Donc, finalement, je pense que c'est le fait qu'il y ait un rapport qui soit établi avec le manager qui a amélioré la sécurité psychologique, tandis que pour le groupe avec une sécurité psychologique moyenne, c'est plutôt le fait d'éliminer les obstacles dans le groupe T2 qui a bénéficié. Donc, il faut d'abord, donc si vous avez dans vos équipes des personnes qui se sentent vraiment peu en sécurité psychologiquement, il faut d'abord établir un rapport plus personnalisé, établir les besoins, ce sera plus favorable. Par contre, si vous avez des individus qui sont dans une catégorie moyenne de sécurité psychologique, c'est plutôt l'abolissement des barrières ou des obstacles qui va fonctionner. Alors évidemment, on a des effets hétérogènes. On a vu que souvent les managers juniors ou les équipes dans lesquelles les employés étaient surtout des hommes, il y avait souvent un sentiment de sécurité psychologique moindre. C'est chez eux qu'il y aura le plus d'effets. Mais c'est quelque chose que l'on peut enseigner en tant que leader, en tant que manager.
Vous n'êtes pas condamné à avoir, à fonctionner avec une sécurité psychologique moindre. Évidemment, il y a plusieurs mécanismes qui sont à l'œuvre et plusieurs choses peuvent induire les résultats qu'on a mesurés. Donc, effectivement, plusieurs mécanismes sous-jacents. Je pense que, bien sûr, le fait d'avoir plus de réunions en individuel augmente le temps passé avec le manager. Les interventions font aussi que le thème, le sujet de conversation change. On parle d'autre chose par rapport à ce dont on parlait auparavant. Donc, il semblerait que c'est quelque chose qui favorise la sécurité psychologique et puis ça améliore aussi la perception du manager par les employés. Dernière chose aussi, on voit que les équipes dans lesquelles la sécurité psychologique augmente, ces équipes rapportent être plus enclines à prendre des risques, à faire des choses expérimentales, plutôt que les équipes qui ne se sentent pas en sécurité psychologique. Ce sont des équipes qui sont beaucoup plus euh, euh, statiques, si vous voulez. Donc voilà, on a des normes de domination, d'hyper compétitivité qui sont au détriment de la performance. Donc ce n'est pas bon pour le bien-être des employés. Il semblerait que ce soit le prix à payer d'une meilleure performance et pourtant ce n'est pas démontré. Est-ce qu'on peut améliorer les normes? Réponse oui, parce que les normes, elles existent. On peut les améliorer et on propose dans nos articles des stratégies qui permettent de changer ces normes. Il faut reconnaître que les normes, elles sont élaborées localement avec les leaders, donc on peut les changer et il est possible de le faire parce que les leaders peuvent apprendre donc à s'améliorer et améliorer la sécurité psychologique de leurs équipes. Merci beaucoup.